La même chose que la race fabuleuse avec ses fameux tombeaux de géants, d'accord? Sauf que Kircher, c'est au XVIIe, Plantard, c'est en 73, c'est 14. Ce qui est très curieux, j'ai parlé de Nuit Rouge, le film tout à l'heure. Ce qui est très curieux, c'est que le défenseur de Geoffroy Perrac, dans Angélique Marquise, je dis bien Angélique Marquise des Anges, d'accord? Des Anges. L'un des défenseurs qui ne pourra pas beaucoup s'exprimer, pas du tout, qui est cité, c'est Athanase Kircher. À part ça, le masque de fer, ça ne peut pas être Nicolas Père. Et il n'y a jamais eu de tombeau de géant, que ce soit avec Athanase Kircher ou que ce soit avec Plantard, il n'y a jamais eu de tombeau de géant dans la région. Voilà. D'autres questions? Il y a une dame aussi là-bas. Il y a une dame, c'est une question. Là. Est-ce que tu pourrais nous expliciter pourquoi Ferté n'a pas sorti son deuxième tome? Pardon. Non, alors d'après. Déjà, on n'est pas sûr de son existence. Est-ce qu'il avait fait? On n'est pas sûr de l'existence de ce manuscrit. Non, ça fait. Bon, certains vont dire qu'il existe, mais il est resté dans un tiroir. Certains vont prétendre qu'il a reçu des menaces, d'autres on n'a pas de réponse définitive sur le sujet. Il y a des réponses. J'ai parlé avec l'éditeur Guitre Daniel qui me disait oui, il existait, je l'ai chez moi et tout, mais pour le moment il ne veut pas le sortir, il aurait eu des problèmes. J'avais rencontré l'équipe de chez Guitre Daniel en fait, qui devait lui remettre de l'argent. Il n'est même pas venu prendre son chèque, rien du tout, il a eu une espèce de peur. Et Parvillesco qui l'avait rencontré, qui m'a dit avoir lu le deuxième tome, il disait que c'était extraordinaire, ça touchait là. On était presque dans, entre guillemets, l'irrationnel, le surnaturel, on revenait aux sources. Mais bon, voilà, c'est juste ce que... On n'en sait pas plus. Voilà. Moi, j'ai correspondu avec Patrick Ferté, et Ferté m'a dit qu'il avait eu des pressions sur sa famille et que le deuxième tome... Oui, oui. C'était... il habitait à côté d'Avignon, en père les Fontaines, et après, il s'est retrouvé à Toulouse. Mais c'est vrai qu'il avait une peur, en fait. D'après Jean Parvillesco, qu'il a rencontré, avec qui il a discuté, parce que Parvillesco avait parlé de son livre, il aimait bien Jean Parvillesco, il avait eu une peur vraiment physique, il a eu des menaces, mais peut-être même bien plus que ça. Enfin, donc voilà, le livre existe. D'après Guitre Daniel, c'est l'éditeur qui me l'a dit. Le manuscrit. Donc, oui, le manuscrit. Donc, voilà, mais il a vraiment une peur. Donc, il a certainement touché à quelque chose. C'était toujours sur Maurice Leblanc? Non, ça dépassait vraiment le cadre de Maurice Leblanc. De choses. Il le dit dans une bonne note. Pardon ? Je n'ai pas compris. Ouais, oui, on est en réaction. Mais c'était du réalisme fantastique. Oui, on peut le. Voilà, mais c'était carrément même. Pour reprendre les termes de Parvillesco, c'était vertigineux, quoi. Il arrivait à des choses. Le premier livre, c'est factuel, on va dire. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Ça dépasse le cadre. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, il faut vraiment lire le livre de Patrick Ferté, il était vraiment très bien documenté. Il se consulte ce que c'est l'œuvre codée de Maurice Leblanc. L'œuvre codée de Maurice Leblanc, c'est ça. Partie surtout le début. Non, ici, je crois qu'il a rédigé la page 300. Un grand merci. Merci pour l'émission, je me suis régalé. Merci. Je suis pas devant là. Non, c'est celui-ci. Je suis pas devant. C'est Arsène Lupin, supérieur inconnu. L'aiguille creuse, formation. L'aiguille est à Étretat, un petit village normand à côté du Havre. Ah non, si l'aiguille, physiquement, elle est là. C'est celle-là. Maurice Leblanc était normand, il connaissait parfaitement la région. Il y a l'aiguille creuse, il y a des demandes et donc, lui a soumis un bouquin par rapport à ça. Ouais, bien. Ça, c'est l'aiguille d'Étretat, la couverture.
Il a indiqué comme creuse. Un détail sur les cuves creuses, pour ceux que ça intéresse. Les cuves creuses existent à l'entrée de la vallée de Bézis, en un seul mot. On pourrait le couper en deux. Bézis. Il a aussi au cul en lait. Alors, cette aiguille creuse surplombe le ruisseau de la vallée de Bézis. Vous partez de l'aiguille creuse et vous remontez vers l'amont de quelques dizaines de mètres. Et effectivement, il y a une construction en ruine au bord de la rivière. Et juste à côté de la construction en ruine, vous avez l'entrée d'une caverne entièrement bouchée par des galets de rivière, mais ça n'existe pas. Et le blason de la commune indique une voie humide possible sur cette commune. Donc bleu à billette, indiquant une entrée humide. Et comme elle est dangereuse, on peut le dire. Bon, il est presque 7 heures, du coup, je pense qu'on va peut-être prendre le temps de 2 questions et puis on arrêtera peut-être cet après-midi. Oui. Alors, ouais, et après il y aura une autre question là-bas. Tout ce que j'ai entendu après avoir lu ton livre, c'est une question qu'on peut se poser. Mais qui était Plantard? Qui était Plantard? Parce que quand même, on a traité de beaucoup de noms, mais c'était un gars avec une connaissance incroyable, avec un savoir, mais il y a des gens très sérieux, d'ailleurs Arnaud en parle bien dans son livre, des gens comme Dolly, comme plein de gens qui disaient qu'il était très sérieux et que c'était quelqu'un à prendre au sérieux aussi. Qui était le bonhomme? Maintenant, qui était Plantard, on pourrait dire plutôt qui était Plantard, plutôt quelle chose était-il, parce que j'ai tenté une approche là dans le livre qui va sortir dans 15 jours, 3 semaines, donc j'espère que si vous avez l'occasion de le lire, que vous trouverez une réponse adéquate. Parce que c'est vraiment une biographie de Plantard. Et puis en même temps, on peut côtoyer des gens toute notre vie, même nos propres femmes ou inversement, et puis savoir jamais qui est à côté en même temps. Oui, moi je pense qu'on n'a pas de réponse. Après, c'est vrai qu'on peut avoir des interprétations humaines, métaphysiques qui sont très intéressantes. C'est vrai que je conseille le livre de Tony à propos de l'Estoile qui justement amène une interprétation de Plantard et de son œuvre tout à fait intéressante d'un point de vue philosophique et métaphysique. Parce que par derrière la personne humaine, il y a cette œuvre que Plantard a accomplie. Et moi, je ne cesse d'être impressionné par ce qu'il a fait, l'extrême précision de cette mécanique qu'il a mis en place et l'espèce de dévouement qu'il a animé toute sa vie, puisque bon, dès qu'on s'intéresse à Rennes-le-Château, on est souvent taxé de profiteur, on se fait de l'argent sur cette affaire. Plantard, il n'a jamais fait d'argent avec cette histoire de Rennes-le-Château. Hein. Il faut être clair. Lincoln le dit lui-même dans son bouquin, la motivation financière n'était pas l'objet de Plantard. Donc il y a une autre motivation intérieure qui l'habite et qui explique l'ampleur de son œuvre. Qui est quand même extraordinaire quand on voit qu'on est parti de cette histoire de Rennes-le-Château et qu'on a créé en quelques années seulement un mythe planétaire. Donc cette efficacité, elle démontre qu'il y a quand même quelque chose de très fort dans cette œuvre. La persistance du mythe persiste, enfin, qui persiste à travers le temps, qui ne s'essouffle pas, montre qu'il y a quelque chose qui habite ce mythe et que Plantard y a insufflé. Je ne sais pas, Tony, si tu veux. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Cet homme-là qui, entre guillemets, a manipulé des gens avec des cerveaux de haut niveau, quand même, ce genre de choses. Non, pas forcément pour ça, mais enfin, il y avait des gens dans les relations qui étaient des gens intelligents, parce que c'était pas des soins Rousseau. Il les a manipulés comme il a voulu, donc c'était quand même un esprit supérieur. On va bientôt en faire un supérieur inconnu, vous allez voir. Non, mais vous savez, vous connaissez beaucoup de gens qui traversent un siècle, qui posent autant d'énigmes en manipulant autant de gens avec une telle facilité. Non, c'est retour à connaître, c'est étonnant ce qui s'est passé ici. On y croit, on n'y croit pas, il y a quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Il y a un puissant égrégore qui a été créé par tout ce mouvement à partir d'une manipulation, d'un trucage, on pourrait dire. Est-ce que c'est pas un écran cumulé quelque autre chose? Oui, mais c'est pour ça que je pose la question qui était ça. Une identité, peut-être. Donc il y a encore 2 questions. Vous vouliez poser une question? Et
Est-ce que vous avez vraiment le temps de parler le tableau de Poussin, surtout cette personne qui est l'ombre, qui a joué, parce que son doigt il montre ici, c'est-à-dire que le secret est ici. Chacun a sa divinité que notre Église catholique néglige. Et si l'abbé Saunière, il a dévoilé ce secret par ce tableau, et qu'il a fait des images, il a surtout attiré les gens qui savaient ça aussi, surtout les francs-maçons, etc., et qui ont donné de l'argent, surtout l'Église catholique, qu'ils étouffent au fond, qu'ils ne dévoilent pas ce secret. Parce que déjà dans la Bible, il est écrit, Jésus a déjà dit, tout ce que moi je peux faire, vous pouvez aussi, et encore plus. Et c'est ça ce qu'il a fait Poussin sur son tableau. Vous pouvez montrer l'image. Vous voyez cette personne à jouer l'ombre qui est sur le tombeau. Vous montrez ici. Tout ce que vous créez dans la vie, c'est par ici. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ont vu déjà le film Le Secret qui vient d'Amérique. Et je suis sûr que chacun utilise ce pouvoir tous les jours pour attirer des choses, pour faire des images. Et si l'abbé Saunière, il aurait dit ça, ils auraient tué. Si il vient des autres qui viennent dévoiler la même chose, que chacun peut faire des choses et attirer des choses. Et je suis sûr que ça change beaucoup de choses. On n'aura plus besoin des sectes, ni des sociétés. On n'est plus des consommateurs parce qu'au bout d'un moment, chacun peut matérialiser les choses comme aujourd'hui, par exemple, Thomas Green et les autres aussi qui viennent de son école, ou comme il a fait Jésus et beaucoup d'autres. Et je pense que toute l'histoire commence là, qu'ils n'osaient pas parler, et après ils ont fait des secrets sur les secrets qui dévoilent seulement cette chose. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci madame. Que Dieu vous protège. Oui, vous nous avez expliqué que le successeur voulu, le dauphin de Plantard, était son fils. Mais on en a à peine parlé. Il doit toujours être vivant, mais se manifeste-t-il? Non, mais là, enfin, moi, ça c'est quelque chose que j'ai tiré, si vous voulez, des textes de Plantard. Je constate juste que la personne qui l'a mis en avant dans ces textes de manière implicite, c'est son fils. Après, je ne sais pas ce qui va se passer. C'est non, il n'y a pas de... Non, on a quelques écrits de Plantard, Thomas Plantard dans les années 80 avec la revue Vaincre en 89, où on voit Thomas Plantard apparaître, mais actuellement, non, voilà, non, il n'y a pas de manifestation publique de Thomas Plantard autour de cette histoire. Mais c'est quelque chose qu'on peut déduire, a priori, qu'il y a peut-être une autre phase qui va être mise en place à un moment donné, à partir des textes de son père. Vous avez répondu. C'est vrai que le père a tellement parlé que le fils, peut-être, voilà. Il est dans une phase d'occultation, peut-être, et c'était pas alors pour lui de discuter. Pardon? Voilà. On le fait pour lui. J'aurais aimé faire juste une petite remarque. En tant que catholique, apostolique et romain eschatologico-impérial, un peu dans la lignée de Jean Pavlescu, je sais très bien que dans beaucoup de milieux ésotéristes, l'ennemi numéro 1, en 2013, c'est l'Église catholique. Personnellement, j'ai plus de problèmes avec la démocratie, la République et l'athéisme de masse. Voilà. J'attendais, après avoir affirmé que c'était le Vatican qui avait lancé les 1 sur la France,